Dans l'épisode précédent, on a suivi le développement chaotique de La Porte du Paradis. Le projet de rêve de Michael Cimino s'est transformé en cauchemar pour United Artists, pour une partie du casting, pour les figurants, pour tout le monde. Et les mésaventures étaient loin d'être terminées. À vrai dire, le plus difficile était peut-être encore à venir. Et les conséquences du désastre historique qui arrivait allaient ruiner de nombreuses carrières. Alors accrochez-vous, on embarque pour cette deuxième partie du flopbuster spécial La Porte du Paradis. It has been called the most controversial motion picture of its time. United Artists presents Michael Cimino's Heaven's Gate. Le 19 novembre 1980, à New York, se tient la première historique de La Porte du Paradis. Michael Cimino est épuisé. Les montages successifs se sont faits dans des délais absurdes. Le tournage a été éreintant, la lutte et les disputes avec le studio ont mis tout le monde à genoux. Reste cependant une certitude, le cinéaste a fait son chef-d'œuvre. Il en est persuadé. Il le sent. Ce soir-là, le petit monde de la presse américaine et de l'élite artistique new-yorkaise va porter au nu sa dernière création. Mais le résultat sera loin, très loin de ce que Cimino avait espéré. Le lendemain, le New York Times écrit « La Porte du Paradis échoue à un tel point qu'on pourrait suspecter Monsieur Cimino d'avoir vendu son âme au diable pour le succès de Voyage au bout de l'enfer, et maintenant le diable est venu récupérer son dû. » Le critique continue en disant que le film est aussi désespérant qu'un tour forcé de 4 heures de votre salon. Le fameux duo Ebert et Siskel sera tout aussi agressif envers le film. I saw the long version of the film in New York back in November, and it was pretty much of a mess. Bad sound, confusing characters and locations. Now, however, the film's been cut by 40%. It runs 2 hours and 18 minutes, and it's still a turkey. The film concludes, as you might expect, with a pitched battle between the association, its thugs, and the immigrant families. But it's hard to tell the players without a scorecard because of all the dust in the air. I was really shocked. I went to see it, I thought, gee, it can't be as bad as everybody said. It was as bad as everybody said. Two great big no votes on Heaven's Gate. Et ce n'est pas mieux du côté de la célèbre Kathleen Carroll du New York Daily News. Usually every movie has one great scene. Even bad movies have at least something good you can say about them, and this one had nothing. Même en France, qui sera certainement le pays à accueillir le mieux le long métrage, l'accueil critique reste très mitigé. Dans la revue Positive par exemple, on peut lire sous la plume d'Olivier Ekem « Rarement script de série B aura été traité avec tant de solennelle componction. Parti d'un scénario nul, Cimino a sans doute bataillé dur, mais rien ne vit durablement à l'écran. » Et pour illustrer à quel point la réhabilitation du film a pris énormément de temps, particulièrement outre-Atlantique, notons qu'en 1999, le Time a classé La Porte du Paradis parmi les pires idées du XXe siècle, aux côtés de Rocky V et George Lazenby en James Bond. Lors du tournage chaotique de Waterworld de Kevin Reynolds en 1995, la presse américaine surnomme le projet Kevin's Gate. Le film de Cimino restait donc synonyme de désastre industriel aux États-Unis jusqu'à la fin du XXe siècle. Après tout juste une semaine de projection, La Porte du Paradis est retirée de toutes les salles américaines à la demande de Michael Cimino et avec l'accord de United Artists. C'est là que le cinéaste demandera à réviser son montage pour proposer la fameuse version de 2h29 qui ressortira en salle le 24 avril 1981, avec un résultat toujours aussi désastreux tant côté critique que public. Gorgeous music, gorgeous photography, but it's a real fanny twitcher. I think it still needs some pruning, frankly. It was a little long, it was a little boring, and I don't think it was the story people wanted to hear. Ce montage contient moins de violence, moins de personnages secondaires, ainsi qu'une voix off explicative censée fluidifier la narration, mais rien n'y fait. À vrai dire, cette décision de Cimino prise sur un coup de tête, dans une tentative désespérée de faire en sorte que le public aime son film, va même jouer contre lui. Ce qui n'était qu'un flop va devenir un véritable naufrage médiatique. Un désastre d'une telle ampleur que la presse va s'en nourrir et s'en réjouir durant des mois, condamnant un peu plus chaque jour le film à être rejeté complètement. Côté box-office, l'accueil est historique dans le pire sens du terme. The American film industry is still trying to cope with a major news story out of Hollywood this week. A $40 million film by an Oscar-winning director
may be the biggest bomb in Hollywood history. Lorsqu'il ressort en salle en avril 81, La Porte du Paradis est totalement éclipsé par Excalibur de John Boorman, le gros succès du mois qui rafle près de 35 millions au box-office américain pour un budget de 11 millions. Face à une telle concurrence, le film de Michael Cimino fait bien pâle comparaison. Après un premier week-end désastreux de 1,3 million, il s'effondre très rapidement et achèvera sa course américaine avec moins de 3,5 millions de dollars de recettes, pour un budget, rappelons-le, de 44 millions. Selon Steven Bach, en prenant en compte les frais marketing, La Porte du Paradis aurait dû gagner 140 millions pour commencer à rentrer dans ses frais. En 1981, La Porte du Paradis devient le plus gros flop de l'histoire hollywoodienne. Mis à part une nomination aux Oscars des meilleurs décors et direction artistique, La Porte du Paradis sera complètement renié par la profession. À vrai dire, Michael Cimino sera même désigné comme le vainqueur des Razzie Awards dans la catégorie pire réalisateur en 1982. La Porte du Paradis était nommée dans 4 autres catégories: pire film, pire scénario, pire acteur et pire bande originale. Ce désastre total condamne le rêve de Michael Cimino de réaliser Conquering Horse, adapté du roman de Frederick Manfred, dont United Artists avait racheté les droits en 1979 et dont il avait déjà écrit le scénario. Ce projet tout aussi ambitieux avait pour objectif de faire une relecture du grand western hollywoodien classique tourné du point de vue des natifs américains voyant arriver les colons. Et c'est à mes yeux un des plus grands regrets de l'histoire du cinéma. Suite à l'échec du film, de nombreuses carrières vont être ruinées. Chez United Artists, les têtes vont tomber. Andy Albeck démissionne, Steven Bach est licencié, et quelques jours à peine après l'éviction de Bach, la compagnie mère Transamerica vend United Artists à MGM. Même si la réalité est évidemment plus complexe et que le studio commençait déjà à avoir des soucis, aux yeux de la presse et du public, La Porte du Paradis est désignée comme le coupable idéal du naufrage de United Artists. Un studio ayant survécu à plus de 60 ans d'évolution hollywoodienne aurait été coulé par l'ego d'un seul homme. L'histoire était trop folle pour ne pas faire tous les gros titres. Autre victime collatérale de ce désastre, Chris Christopherson voit sa carrière en tant que tête d'affiche s'arrêter net. Il retournera à sa carrière musicale, qui lui vaudra de très nombreux succès, et reviendra de temps à autre dans des téléfilms et essentiellement des rôles secondaires au cinéma. Mais logiquement, c'est Michael Cimino qui paiera le prix le plus fort. L'étoile montante, le fils prodigue du nouvel Hollywood, venait de tuer le mouvement à lui seul. Il s'était piégé tout seul, en défendant à maintes reprises l'idée du réalisateur dictateur hors de contrôle, même durant la promotion de La Porte du Paradis. Yes, I am insistent on certain things, on certain locations, on ways of doing things, all in the interest of trying to do it in the best possible way. And in that respect, every movie director is a dictator. Every movie director is a bit of a tyrant. It goes with the job. Il lui faudra 5 années de passage à vide avant qu'on ne lui confie un autre film, L'Année du Dragon, coécrit avec Oliver Stone. Un film dans lequel il retrouvera d'ailleurs Mickey Rourke, qui tenait un rôle très secondaire dans La Porte du Paradis. S'il deviendra lui aussi culte avec le temps, L'Année du Dragon reste un échec commercial à sa sortie. Pas franchement de quoi relancer la carrière du cinéaste. Il revient en 87 avec Le Sicilien, nouveau désastre box-office. Idem pour La Maison des Otages en 90, qui accomplira l'exploit de gagner encore moins que La Porte du Paradis aux États-Unis, même si son budget était plus limité. Il faudra une pause encore plus longue, 6 ans cette fois-ci, pour que Cimino réalise son dernier long métrage, The Sun Chaser, sorti en 96. Sélectionné en compétition à Cannes, le film reçoit un accueil critique si médiocre qu'il n'aura même pas le droit à une sortie en salle aux États-Unis, il sortira directement en vidéo. Même sur le marché de la location, le film ne rapportera que la somme ridicule de 21 508 $. Vraiment pas la fin de carrière qu'on espérait pour une légende du 7e art. Dernière conséquence, La Porte du Paradis marquera la mort du nouvel Hollywood. Entre Les Dents de la Mer en 75, Star Wars et Rencontre du troisième type en 77, la naissance du blockbuster moderne commençait déjà à menacer le mouvement. Le grand public semblait retourner vers ce spectacle populaire, ce divertissement plus familial, moins sombre qu'il aimait à l'époque, avant que n'émerge le mouvement. Mais il est communément accepté que La Porte du Paradis sera le dernier clou dans le cercueil du nouvel Hollywood. Les grands studios n'attendaient
servait que ça. Une excuse pour reprendre le contrôle. Un exemple à brandir pour justifier que les réalisateurs n'étaient plus les rois, qu'il fallait désormais satisfaire le public plutôt que de le prendre à contre-pied. Et dans cette guerre, c'est le public qui a fini par être le plus grand perdant de l'histoire. La Porte du Paradis marque malgré lui la victoire du produit sur l'art, l'émergence des non-créatifs aux dépens des auteurs et le début de cette triste ère des studios tout-puissants qui caractérise encore Hollywood aujourd'hui. And a thing that was written by Auerbach, who was the president of UA, who said that unless control of the money was taken away from the creative people, that the industry was headed for disaster. And we ran into each other in the hallway on the way to this press thing on where we're all going to be sitting on a stage and I said, who are you going to give it to? The uncreative people? Il faudra attendre de très longues années avant la réhabilitation de la Porte du Paradis. Une réhabilitation qui se fera d'abord en Europe, puis des cinéastes de renom, dont Martin Scorsese, ont commencé à parler en faveur de Cimino et à défendre la réussite artistique de son film. En 2011, le Time Out London classe La Porte du Paradis parmi les 12 plus grands westerns de tous les temps. Un an plus tard, en 2012, la version définitive restaurée est présentée à la Mostra de Venise et reçoit un accueil triomphal de la part du public. Dans la foulée, le New York Film Festival et le Festival Lumière suivent la danse et répéteront une fois de plus que le désastre mal aimé de Cimino est en réalité un chef-d'œuvre maudit. Not 30 years ago, for 33 years I refused to watch it. But now I enjoy watching it because it's finally finished. Michael Cimino aura traîné cette malédiction toute sa carrière. C'est un bien maigre lot de consolation, mais on peut au moins se dire qu'il a vécu assez longtemps pour voir son plus grand projet être enfin estimé à la hauteur de ses qualités. Le cinéaste nous a quittés en 2016 à l'âge de 77 ans. I always knew that the French love cinema. I can't thank all of you enough for coming tonight. Vient la question qu'on se pose à chaque épisode de Flopbuster, qu'est-ce que ça vaut réellement La Porte du Paradis? Est-ce que la haine initiale était compréhensible et est-ce que cette réhabilitation tardive est méritée? Il y a plusieurs façons de réceptionner La Porte du Paradis, plusieurs clés de lecture. Pour ma part, et je sais que l'expression est galvaudée et ne veut pas dire grand-chose, je le décrirais avant tout comme un vrai grand film de cinéma. Probablement une des œuvres se rapprochant le plus de ce frisson du 7e art que je peux ressentir face à une merveille comme il était une fois en Amérique. Vous voyez ce grain d'image unique, ce côté noble d'un art pleinement maîtrisé, d'une narration visuelle exceptionnelle, un long métrage dont chaque plan est soigneusement réfléchi, et ça se voit. On peut avoir du mal à rentrer dedans, on peut trouver ça poseur ou mal aimable, et ça se comprend tout à fait, mais qu'est-ce que c'est beau, c'est sublime. La mise en scène, le travail sur la photographie, la musique, la dramaturgie, tout y est incroyable. Et on n'est pas sur un film superficiel, qui serait joliment tape à l'œil, mais n'aurait rien à raconter. Une des lectures les plus évidentes du film de Cimino est évidemment sa portée politique. Pour reprendre ce que Jean-Baptiste Toré a écrit à propos du film, il parle d'une lecture marxiste de l'œuvre, et ça se tient complètement. C'est d'ailleurs intéressant de voir que Cimino a affirmé à plusieurs reprises qu'il ne voulait renverser aucun mythe, ni critiquer le rêve américain, mais pourtant il était le premier à souligner qu'il s'agissait d'une histoire de lutte des classes. I promise you, there's a class system in America. There always was and there always will be. It's like Chris says in the movie, when JB says it's getting dangerous to be poor in this country, what does Arvo say? Always was. Et donc on peut le dire, il révise bel et bien le rêve américain sous le prisme de la lutte des classes. On est loin de l'âge d'or du western, loin de la glorification des cow-boys conquérants, des shérifs justiciers ou de la lutte contre les natifs. Ce que le film raconte, c'est comment les dominants s'en sortiront toujours. Comment leurs intérêts commerciaux priment sur tout. They advance the idea that poor people have nothing to say in the affairs of this country. Après tout, c'est ce qui déclenche tout l'enjeu dramatique du film. C'est la peur des riches propriétaires de bétail de perdre une partie de leur monopole. Ils vont bien sûr se réfugier derrière une panique morale pour justifier leur barbarie. Ici, l'excuse serait que les immigrants volent du bétail pour survivre, et donc méritent une punition. Mais on devine très bien que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est le territoire, la possession. Pas question pour eux de perdre le monopole du marché, pas question de partager avec ces nouveaux venus, quand bien même eux n'occupent cette terre que depuis relativement
relativement peu de temps. Mais Cimino va plus loin dans son discours. Il ne se contente pas de représenter le mépris de classe et la brutalité des dominants. Certes, il le fait brillamment, et il expose d'ailleurs avec une force extraordinaire la banalité du mal par le personnage de Canton. Derrière ses beaux habits, derrière ses bonnes manières, derrière son opulence et son langage soutenu, on devine ce qu'il y a de pire chez l'être humain. Mais le cinéaste globalise cette idée de lutte des classes. L'idée, c'est que les privilèges appellent la violence. Même chez les immigrants, ceux qui ont un peu de pouvoir seront les premiers à supplier Avril d'envoyer leurs compatriotes à la mort si cela peut les sauver. We want you to talk to them, to offer to help turn in the people on the list. Dans le lot, on compte notamment le maire, Charlie Lezac, qui sera abattu froidement par la veuve de Kovacs lors d'une confrontation extraordinaire avant la bataille finale. Le privilège, le pouvoir politique et le principe même de classe dominante poussent forcément à mépriser la vie des plus faibles, à estimer qu'ils ne sont que des commodités, des pertes négociables s'il s'agit de chercher son propre avantage. Le fait qu'il s'agisse du maire n'est d'ailleurs pas anodin. Tout le film repose sur cette complicité intrinsèque entre pouvoir politique et oppression des classes dominantes. C'est d'ailleurs ce qui rend terriblement frustrant l'idée de la grande bataille. Une fois que ça tourne mal, les pouvoirs politiques peuvent subitement s'en laver les mains, faire comme si rien ne venait d'eux et sauver l'image. Tout est une question d'image. Jusqu'à l'image très littérale, celle d'Avril que l'on retrouve âgée, figée dans le temps lors du prologue. Là encore, le seul survivant parmi nos protagonistes reste l'homme de classe aisée. Quand bien même il s'est retourné contre les siens, quand bien même il était le paria de cette bonne société, c'est ironiquement le seul à s'en sortir. Lui qui traîne son deuil sur un yacht luxueux avec une épouse de son rang social. Le cœur de la porte du paradis, c'est ce triangle amoureux abîmé entre Avril, Ella et Champion. Trois destins qui ne font jamais que se croiser sans que ça ne soit jamais le bon moment. Et pourtant, à plusieurs reprises, on a l'impression de l'atteindre, ce fameux bon moment. Ella qui attend Avril chez lui lorsqu'il rentre de la ville et qui passe un moment d'une douceur infinie à ses côtés. Champion qui demande Ella en mariage, cette escapade à deux dans sa cabane avec ses petits détails, ses sourires, cette beauté partagée. Mais ces amours sont condamnés à ne pas être. Il y a une tristesse et une beauté terrible dans le fait de voir Avril baisser les bras la veille du combat par chagrin de cœur. La porte du paradis, c'est en quelque sorte l'histoire d'un homme en lutte tout le long du récit, qui veut empêcher un massacre commandité par l'État, qui se met tout le monde à dos, mais qui est à deux doigts de refuser le champ de bataille parce qu'il a le cœur brisé. Et c'est peut-être une des tragédies romantiques les plus humaines et intimes qui soit. Enfin, le dernier point majeur qui rend le film extraordinaire à mes yeux, c'est sa mélancolie. Dès l'ouverture et la longue célébration à Harvard, on nous annonce la couleur. Irving qui fait un long discours annonçant que rien ne changera, que les cycles générationnels se perpétueront sans réelle avancée, sans envie de bousculer l'ordre établi. Pour déclarer finalement cette phrase culte quelques minutes plus tard. Beaucoup ont voulu voir dans cette phrase une symbolique, une métaphore sur la fin d'une ère. Après tout, le film raconte en partie la fin d'une certaine Amérique, mais il y a surtout une lecture bien plus littérale, bien plus simple. Cimino était le premier à l'expliquer. The best years of our life were over. It's over, James. You get it? It's all downhill from here. It's never gonna be this good again. I mean, that waltz is almost delirious. In its sense of joy and celebration. We're never going to match that again. C'est effectivement la fin de la jeunesse, la fin de l'innocence, la fin des beaux jours. Irving passera le reste du film à être passif spectateur des événements. Trop lâche pour rejoindre Avril, trop conscient pour adhérer totalement aux manœuvres de Canton, il restera toute sa vie, et jusque dans sa mort bêtement absurde, cet étudiant autrefois flamboyant et prometteur qui se limitera à n'être qu'un rendez-vous manqué, un potentiel gâché. Et c'est très certainement involontaire, mais ce personnage devient prophétique quant à la carrière de Cimino. Au final, Michael Cimino, ça n'est pas Avril, c'est bel et bien Irving, ce talent prometteur que tout le monde porte au nu et qui finira par n'être qu'un rendez-vous manqué. Et cette mélancolie, elle conclut le film même dans son histoire d'amour. Avril vieillissant, marié, retourné à une vie de privilège, mais qui reste nostalgique d'un amour passé. Nostalgique d'une vie qui était probablement rude, mais qui lui ressemblait certainement un peu plus. Une vie de conflits, de dangers, de poussière, mais également de moments de grâce, de danse, d'énergie folle.
La Porte du Paradis nous raconte un amour et un temps dont on ne se remet jamais. Cimino dira plus tard, faire des films, c'est inventer une nostalgie pour un passé qui n'a jamais existé. Difficile de mieux définir l'atmosphère sublime et douce amère qui caractérise ce film. Mais alors, me direz-vous, comment expliquer un tel désastre historique si le film est incroyable à ce point ? On a l'habitude, dans les blockbusters, de voir qu'il n'existe jamais une seule cause à un échec. Le plus évident ici serait de blâmer Cimino. Après tout, c'est lui qui a explosé le budget qu'on lui a donné. Mais honnêtement, avec 3,5 millions de dollars de recettes, La Porte du Paradis aurait déjà été un gros échec, même s'il s'était tenu à son budget initial. On pourrait blâmer le marketing, souligner le rôle de la presse, qui était bien plus influente à l'époque, et des critiques eux aussi plus influents à ce moment-là. Notons d'ailleurs que le critique Robin Wood, un des premiers à avoir écrit pour réhabiliter le film outre-Atlantique, reprochait à ses collègues d'avoir fait ce qu'il estimait être un concours de sarcasme et de mépris pour savoir qui serait le plus cinglant, plutôt que d'analyser sincèrement le long métrage. Et c'est vrai qu'on a clairement l'impression, en retrouvant les documents d'époque, que tout le monde voulait voir La Porte du Paradis échouer et mordre la poussière, comme si le film de Michael Cimino était devenu un symbole à combattre, une sorte de bête sacrificielle. Mais là encore, ça ne suffit pas à tout expliquer. J'ajouterai au moins 3 raisons à cet échec. Tout d'abord, le film n'est pas accessible pour un grand public. Alors certes, on parle du public des années 70-80, qui avait été biberonné au Nouvel Hollywood, qui avait des exigences bien plus élevées en termes de cinéma populaire, mais malgré tout, ça reste près de 3h40 d'un récit lent qui ne cherche pas à nous captiver, qui demande un réel effort d'immersion. Un film faussement spectaculaire, en ce sens que la grande bataille finale n'a rien de divertissant ou cathartique, rien d'héroïque non plus. On assiste à une lutte douce amère, une guerre sans vainqueur, sans triomphe, et surtout sans justice. Et ça, c'est dur à accepter pour le grand public. Et le film était encore moins accessible à l'époque si l'on considère son montage court. Certes, il était voulu par Cimino, qui essayait à tout prix d'attirer le public, mais ce montage n'a aucun sens. Il prive le film de toute sa puissance, de tous ses enjeux, c'est un désastre narratif. Et l'autre défaut venait également de Cimino, son choix à l'époque de poser un filtre sépia franchement laid sur l'image. Ça transforme La Porte du Paradis en carte postale usée et poussiéreuse. C'est d'ailleurs un reproche qui revenait dans plusieurs critiques à l'époque, l'étrange couleur des images. Quand on compare avec la version restaurée qu'on a depuis 2012, la différence est frappante. Alors attention, ça ne suffisait pas à rendre le film mauvais, je dis simplement que recoloriser l'image et la restituer dans toute sa splendeur permet clairement de donner au film la dimension grandiose qu'il mérite. Deuxième point pouvant justifier en partie cet échec, La Porte du Paradis offre une image terriblement négative de l'histoire américaine. C'est tout de même une constante quand je regarde les flops cultes traités sur ma chaîne. Fight Club, Strange Days, Phantom of the Paradise, Les Désaxés et même The Big Lebowski dans une certaine mesure, le public américain a toujours eu du mal à se ruer en salle pour voir des œuvres qui critiquent ouvertement les États-Unis, l'histoire, la politique ou sa société plus généralement. Bien sûr, il y a des exceptions. On pouvait même dire que Cimino avait déjà porté un regard acerbe sur les États-Unis avec Voyage au bout de l'enfer. Mais La Porte du Paradis ne touchait pas à un traumatisme récent qui avait besoin d'être exorcisé comme la guerre du Vietnam. Il attaquait directement à un mythe, une histoire que l'on avait surtout racontée au cinéma comme étant héroïque et glorieuse. Difficile de savoir dans quelle mesure cela a joué, mais c'est un facteur potentiel. Et enfin, La Porte du Paradis est sortie trop tard. Et là, ça me semble être le facteur le plus important. En 1980, le public a déjà délaissé le Nouvel Hollywood. Alors oui, dans la presse, on va souvent écrire que le film de Cimino a tué le mouvement, et encore une fois, symboliquement c'est vrai. Même d'un point de vue pratique, oui, les studios n'attendaient que ça et ont utilisé son désastre historique pour reprendre le contrôle. Mais à vrai dire, le public avait déjà commencé à acter la mort du Nouvel Hollywood depuis 5 ans. Comme on le disait précédemment, depuis Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, le blockbuster moderne était né. Et il suffit de regarder les succès majeurs de 75 à 79, Star Wars 4, L'espion qui m'aimait, L'Exorciste 2, Grease, Superman, Rencontre du troisième type, Rocky 2, Star Trek. Bien sûr qu'il y avait encore dans le lot du cinéma indépendant qui fonctionnait, des œuvres plus radicales. Mais les films du Nouvel Hollywood commençaient déjà à montrer des signes de faiblesse. Sorcerer de Friedkin par exemple avait été un échec cuisant.
le profil des blockbusters modernes commençait déjà à se profiler. Des sagas naissantes, des suites, des franchises ou simplement des divertissements plus familiaux. Le public en avait assez de ce nouvel Hollywood déprimant, assez de se déplacer en salle pour voir des œuvres sombres, violentes et nihilistes. Le cinéma de divertissement prenait son envol. Et face à ces nouveaux concurrents qui commençaient déjà à transformer les goûts du public, Michael Cimino livrait une œuvre anachronique, une œuvre déjà en retard avant même d'exister, condamnée à être ignorée de par sa nature même. Et là-dessus, c'est bien beau de blâmer les studios pour la médiocrité de ce qu'ils nous proposent ces dernières années, mais c'est le public qui en est en partie responsable. Ce public qui a accepté la facilité, qui croyait peut-être naïvement à l'époque que tous les blockbusters ressembleraient à ceux de Spielberg, de George Lucas et de cinéastes compétents. Mais c'était bien mal connaître Hollywood. Il nous reste une dernière question. On a vu que La Porte du Paradis a été réhabilitée, même si c'est venu très tardivement. Mais qu'en est-il de son héritage ? Que reste-t-il aujourd'hui de La Porte du Paradis? Une œuvre maudite que l'on a appris à réévaluer, mais aussi un monument qui sert de modèle à de nombreux westerns crépusculaires plus récents. On peut penser au passionnant L'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, réalisé par Andrew Dominik, qui partage de nombreux points communs avec le film de Cimino. Un rythme déconcertant, une ambiguïté morale, une mélancolie évidente. Cette influence, elle ne vaut pas qu'au cinéma. L'envie d'un récit fleuve qui nous fasse revivre en immersion totale l'Amérique de cette époque se retrouve également du côté des séries. Je pense par exemple à Deadwood sur HBO, qui partage également un point commun au casting avec La Porte du Paradis, la présence de Brad Dourif. Et on peut même pousser l'influence jusqu'aux jeux vidéo. Je suis peut-être le seul à imaginer des liens de ce côté-là, mais dans les 2 volets de Red Dead Redemption, il y a plus d'une cinématique m'ayant directement rappelé La Porte du Paradis. Et franchement, ça ne serait pas si étonnant que ça quand on voit le nombre de références cinéphiles assumées par la saga. De Sergio Leone en passant par Clint Eastwood, un arrêt chez Cimino me semble totalement envisageable. Ainsi, il nous reste aujourd'hui une œuvre précieuse. Un film grandiose qui a fini par incarner ce qu'il voulait raconter, le regret d'un passé qui n'a jamais existé. On ne peut que regretter le sort de ce film. On aimerait toutes et tous refaire l'histoire, voir à quoi Hollywood ressemblerait aujourd'hui si Cimino avait triomphé contre toute attente. Dans quel état serait le cinéma américain ? Comment le nouvel Hollywood se serait-il réinventé? Comment aurait-il pu évoluer? À quoi ressemblerait la filmographie de Michael Cimino? Si je n'ai aucune réponse à toutes ces questions, il est difficile pour moi de conclure cette longue épopée partagée à vos côtés sans avoir un mot pour l'acteur et chanteur Kris Kristofferson qui nous a quittés le 28 septembre 2024. Si l'échec de La Porte du Paradis a fait énormément de mal à sa carrière au cinéma, il est revenu plus tard. Il a connu d'immenses succès musicaux aux États-Unis. Mais à mes yeux, il restera toujours James Avril, le marshal du comté de Johnson, qui tente de sauver les 125 noms sur cette maudite liste noire, quitte à perdre son amour et son espoir dans la bataille. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ça a été un très long travail de recherche, d'écriture, de montage pour vous proposer ce flopbuster XXL découpé en 2 parties. Et je compte évidemment sur vos commentaires et vos partages pour essayer de faire vivre la chaîne malgré des sujets pas franchement très vendeurs pour l'algorithme. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez toujours voter dans les commentaires de la première partie pour le prochain épisode. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.